C'est un poids lourd de la presse camerounaise. Aman Mana raconte et se raconte. Document exceptionnel. Le 10-12, nouveau prime time radio au Cameroun. Le 10-12 radio tranche à haut risque. Nous avons mené l'enquête. Martinez Zogo, le film de l'horreur. Témoignage poignant et choc. Il était une voix. Martinez Zogo, épisode 2, document inédit et exceptionnel. Travelling. Clap de début. Bienvenue dans ce nouveau voyage dans le monde des médias. C'est ici qu'il a été aux commandes de son dernier projet éditorial avant de s'envoler pour les États-Unis. Nous l'avions rencontré, il s'était raconté le jour d'Aman Mana, signé Alexandra Tuleux, Alona Guiessono, Brice Fotso, Francis Mouka, Richard Bitete. Habitué de nouveaux challenges. On est venu me chercher pour faire mutation. Coutumier des projets éditoriaux dérangeants et différents. Ozone, c'est mon bébé d'abord. Aman Mana est un mutant qui a réveillé le jour par sa plume caustique pour écrire en lettres d'or l'histoire de la presse, donnant ses lettres de noblesse à la presse privée. Je disais toujours, c'est une entreprise de prise en main de notre destin professionnel. Programmé pour diriger. J'étais le capitaine de l'équipe. Son audace. Ce mec-là et moi, on n'a plus rien à nous dire. Sa discrétion et sa conviction, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, ont fait de lui un personnage iconique du journalisme camerounais. C'était un journaliste dans l'âme. Sa personnalité. On est dans un pays où les tonneaux vides se prennent trop au sérieux, ils gonflent et tout ça. C'est pas le style de Aman. Ses amours, ses défis, du rêve d'historien à historien du présent, de la passion des mots à l'entrepreneuriat, retour sur la vie d'une icône modèle. Et si l'histoire d'Aman Mana vous était contée? Se voiler la face. Il est parti dans des conditions pas très terribles à la suite de l'assassinat de Martinez Zogo, où il faisait partie de ceux qui faisaient l'objet de menaces. Après la disparition de Martinez Zogo, il y avait d'énormes pressions et surtout la peur qu'il soit lui aussi kidnappé et tué. Moi, je l'ai appelé pour lui dire, écoute, tu finis ta carrière de manière absolument honorable, c'est-à-dire aller transmettre ce que tu as pratiqué pendant 35 ans aux autres. Pour moi, même s'il est parti dans des circonstances terribles, je pense que c'était un mal pour un bien. Aman Mana, en partant, a laissé une empreinte indélébile dans le journalisme au Cameroun. De son ancienne vie au pays, Aman Mana nous a laissé pénétrer son intimité. Je dois faire du sport. Quelqu'un doit faire du sport quand même pour avoir un peu de forme quand même. Comme une personne qui s'est éloignée de ses amours primaires pour le sport et notamment le football, Aman Mana assume complètement ses nouveaux choix de vie, notamment pour cette discipline qu'il pratique depuis 2008. Si je veux jouer au golf, je fais comment? Je ne joue pas au golf parce que je veux faire semblant d'être proche de qui ou de quoi. Sport de riche, dit-on, oui, si on veut, mais je pense que c'est un cliché parce que je connais des gens qui ne sont absolument pas riches et qui jouent au golf. Mais il assume tout à fait cela parce que mes discussions que j'ai souvent avec lui, il déteste le misérabilisme dans lequel on veut confiner les journalistes au Cameroun. Pourquoi on croit qu'un journaliste devrait être gêné de rouler dans une grosse voiture? D'avoir un joli 4x4 comme le sien, quand il était encore ici, il l'a acheté toute neuve, d'aller jouer au golf, aux côtés des gens qui intellectuellement sont parfois inférieurs aux journalistes, mais parce qu'on nous confine dans une forme de misérabilisme. Les 100 mètres sont où? Là. Si ça rentrait à tous les coups, on n'en serait pas là. Après 2h30 de golf pour ce matin, il doit au plus vite se préparer pour une réunion au bureau. Malgré ses activités multiples, ce père de 4 filles trouve du temps à consacrer à sa famille. Le matin, je pars avec tout le monde, parce que le matin, je dépose d'abord les filles à l'école. Mais on part tôt. Difficile pour lui toutefois de qualifier le père qu'il est. Je vais vous donner un journal qu'elles ont fait à l'occasion de mes 50 ans, vous allez voir. Promesse tenue. C'était un homme en or, lui ont-elles rappelé à l'occasion de ses 50 ans. C'est dans cette maison qu'ils ont bâti cette complicité familiale. Les plus grandes ont pris leur envol. Lui poursuit le sien à travers ses projets.
9h47. C'est le moment d'aller au siège du quotidien Le Jour, là où il dirige depuis 2007 son bébé, son œuvre. Ce matin, il doit d'abord faire le bilan des ventes des journaux avec son équipe. Est-ce que vous avez actualisé de manière à ce que vous pouvez savoir quelle est la situation de chaque abonné? Nous n'en profitons qu'un bref moment, ça va discuter finances. Après 1h30 de réunion, il s'ouvre enfin. Plus petit, Magloire Pépin, oui, ce sont ses prénoms, entame ses études par le primaire sans passer par la maternelle, une époque dont il garde un souvenir plutôt plaisant. Ma mère enseignait le cours préparatoire. Donc, elle m'a mis tout simplement dans la classe d'à côté. J'avais un handicap sérieux parce que j'écrivais mal. Ouais, donc, je ne savais pas graphier, je ne savais pas jusqu'à aujourd'hui, je n'écris pas. Je ne savais pas former les lettres. L'ordinateur est venu me sauver la mise. Déjà à cette période, il s'imaginait tout, sauf ce qu'il est devenu finalement. Mon tout premier rêve, vraiment d'enfant, de tout petit enfant, c'était d'être chauffeur de camion. Avec toujours des histoires à raconter, des histoires où ils sont arrivés à tel endroit. Je trouvais que c'était un métier très aventureux, donc c'était mon premier truc, quoi. J'avais envie d'être un chauffeur de camion. J'avais un autre type de rêve, c'était d'être militaire. Bon, mais ça, c'était une forme d'auto-identification par rapport à mon père. Vers 18 ans, c'était vraiment clair, je voulais être enseignant. Et je voulais être enseignant prof d'histoire. Après un séjour enrichissant, mais bref à la faculté d'histoire, sans être un grand passionné, sans savoir ce qu'il y attendait, il s'est finalement tourné vers le journalisme. Nous sommes alors en 1986. Je pense qu'il y a eu un petit effet d'entraînement quand même, avec plein de copains. C'était dans l'air du temps. On est allé faire le concours d'entrée à l'école de journalisme. Sur les bancs de l'école supérieure des sciences de l'information, il sera séduit par un enseignant, par son style, par son charisme et par sa méthode. Il s'agit de Paul Célestin Dembiembe. Pour que vous ayez l'envie et la passion, il faut que quelqu'un vous transmette ça. Et vous transmette ça au sens tactile du terme. Il faut que quelqu'un vous touche. Il faut que quelqu'un vous touche votre main pour vous transmettre quelque chose qu'il a. Et quand quelqu'un a la flamme, il peut la transmettre. Finalement, il va se découvrir un grand amour pour la presse écrite. En allant au journalisme, je ne percevais pas le journalisme autrement que quelque chose d'écrit. Puis il commence sa vie de journaliste professionnel. Après quelques mois passés au ministère de la Communication, où il est affecté comme les diplômés de l'ESTI à cette époque-là, il sera recruté à Cameroun Tribune. À la demande de Paul Célestin Dembiembe, qui était directeur de la rédaction, il avait voulu garder quelques stagiaires par rapport, je suppose, à leur qualité, et j'en faisais partie. Au mois d'avril 1989, il est affecté au service société du journal. 5 ans plus tard, Haman Mana décide de mettre la clé sous le paillasson. Travailler au quotidien bilingue à capitaux publics ne lui convenait plus. Le Cameroun vit des heures graves à ce moment-là quand même. Hein? Et pendant ces heures-là quand même, la rédaction de Cameroun Tribune est divisée idéologiquement. Je fais partie de ceux qui pensent que le Cameroun doit avancer autrement, évoluer autrement. Quand je sors de Cameroun Tribune, je m'en vais d'abord m'installer au Messager où je travaille tranquillement auprès de M. Ndjare. M. Ndjare me fait d'ailleurs très rapidement confiance. Comme il était tout le temps parti, il me fait une confiance inouïe parce que je suis vraiment tout jeune. Il me donne les clés de la maison quand il s'en va. Il passe 8 mois au Messager avant de quitter ce journal pour retourner sur les bancs de l'école afin de décrocher un diplôme supérieur en santé et en environnement. De cette formation naîtra l'envie d'Haman Mana de porter son premier projet éditorial, une publication spécialisée sur l'environnement et la santé. Ozone, c'est mon bébé d'abord, et c'est né de cette envie-là de transformer en choses concrètes ce que j'ai appris. Et puis viendra à lui un autre projet. Haman Mana est sollicité pour un journal qui se met sur pied. On est venu me chercher pour faire Mutation. J'ai mûri l'idée de créer Mutation quelques temps après. J'ai vu Camto, puisque je savais qu'il était intéressé par la presse. Et donc j'ai décidé de lancer Mutation. Les deux parents sont revenus vers nous pour solliciter qu'on réfléchisse. La première personne à laquelle j'ai pensé, c'était M. Christian Wanger. Il travaille à la CRTV. Il m'a dit vraiment le challenge est trop fort pour moi. Et puis j'ai déjà une position. La presse, on sait comment ça va ici. Ce n'est pas sûr que je puisse faire l'affaire. J'ai demandé
à une amie si elle connaissait un journaliste. C'est elle qui m'a ramené Haman Mana. J'étais le capitaine de l'équipe. C'est-à-dire que il y avait des gens qui avaient une idée et ils avaient besoin de quelqu'un pour porter le projet. Et on est venu me chercher compte tenu de mon passé dans la presse. Vous savez, ça n'a l'air de rien, mais à l'époque, j'avais 28 ans, mais j'avais déjà travaillé 7 ans dans la presse. Le groupe s'est formé comme ça. Pour les jeunes qu'on était, je disais toujours, c'est une entreprise de prise en main de notre destin professionnel. Ce que nous allons faire va nous déterminer pour la vie. Nous allons tracer notre ligne professionnelle dans ce pays avec ça. Et les choses se sont passées exactement comme je pense que comme je le prédisais. Parce que la plupart des gens qui sont passés par mutation à cette époque-là, en garde, enfin, ça a été leur tremplin. La jeune équipe de mutation, en 1996, avait l'ambition d'offrir la presse autrement, de marquer le journalisme d'une nouvelle empreinte. On a essayé de se rapprocher du pari qu'on avait. Le premier slogan, c'est Haman qui l'a trouvé. Vif dans le ton, sérieux dans la tenue, culturel dans la vision, iconoclaste dans les positions. Ni compromission, ni acharnement. Faire du journalisme tel que nous l'avons appris à l'école. Et en le lançant, on avait d'ailleurs utilisé une campagne d'une caricature de Petit Pays et on disait l'information sera bientôt mise à nu. L'information qui pique, mais qui détonne aussi, que ne soit pas les platitudes qu'on observait un peu partout. On avait presque réussi. C'est le premier journal entièrement conçu et porté par des étudiants de l'ESTIC. Il y a un vrai dénicheur de talent dans la presse écrite qui s'appelle Haman Mana. Il se tenait au courant de qui sont les meilleurs et il venait lui-même les inviter à venir en stage à mutation. Il exigeait de ces personnes qu'elles continuent à travailler à mutation en allant à l'école. Ce fut mon cas. À l'ESTIC, il était mon enseignant en première année de journalisme. C'est là que je le rencontre pour la première fois. Mais je le connaissais déjà de réputation parce que je lisais régulièrement Mutation quand j'étais étudiant. Les choses ont marché très bien. On attendait les frais d'impression qui n'arrivaient pas jusqu'à dimanche soir très tard. Mais si on n'avait pas eu Haman Mana qui pouvait appeler, passer 1 ou 2 coups de fil pour aller dans des tontines chercher de l'argent pour qu'on puisse imprimer, on n'aurait pas continué l'aventure. J'ai donné de ma personne. J'ai été arrêté. Mon premier salaire, c'était 50 000 francs. Le premier salaire était de 50 000 francs. Ça a évolué. J'ai réajusté les salaires. Pour la première fois, j'ai touché 160 000 francs. Quelqu'un qui allait travailler à la CRTI ou à Cameroun Tribune ou à Mutation, c'était exactement le même niveau salarial. Mon salaire est de 460 000 francs CFA. Dans le contexte camerounais, c'est révolutionnaire. Et nous nous sommes permis même de faire du mercato. Les juniors Bignam sont arrivés, les Thierry Ngongan, Aimé Robert Bina, Yves Atanga. Haman, qui a un esprit très fun, décide de créer cette situation qui est un peu la vie des people. Au moment où je quitte cette aventure, le bateau, un journaliste de mutation n'a envie, un journaliste de la CRTV, bulletin de salaire en main, bulletin de paie en main. Je ne sais pas ce qui s'est passé après moi. Habitué de départ, il claque à nouveau la porte des mutations. Nous sommes le 17 juillet 2007. Les rapports sont devenus exécrables avec Protea Yangma, le directeur général de la SARS Media Corporation qui édite Mutation. Il a posé sa tête sur mon épaule et il m'a dit « Grand Zab, je ne t'ai jamais dit non. Aujourd'hui, je t'ai dit non. Je m'en vais. » Et ça m'a fait mal. Ça s'est passé un lundi. Il y a des SMS qui tombent dans nos téléphones. Suite à la crise qui prévoit en ce moment au sein de la South Media Corporation, le directeur de publication, Haman Mana, doit donner une conférence à 10h à l'hôtel Hilton. Et Haman Mana, lorsqu'il vient faire sa déclaration, il annonce son départ. Et il dit qu'il part avec ses titres. Nous sommes un peu perdus. On ne comprend pas. Comment est-ce que cela nous tombe subitement dessus comme ça? Il fait la déclaration. Je m'engage pour une nouvelle aventure. J'ai appris cette déchirure spectaculaire, ça avait fait l'objet d'un titre au journal de 13 heures. Il s'agit d'une crise de croissance qui a été mal gérée. Les égos se développent. La crise du leader et du manager. Ça arrive dans toutes les sociétés. Entre les deux, il faut un compromis. C'est ce compromis-là que nous n'avons pas pu trouver. Et que personne n'a vu venir. Un directeur de publication
qui a une forte personnalité. Et vous avez un rédacteur en chef qui est également une forte tête. Vous avez un président du conseil d'administration qui est quelqu'un de très ferme. Tout cela, ça fait un cocktail qui peut à un moment donné exploser. La scission était inéluctable. Il y a eu un tel investissement d'un certain nombre d'individus qui fait que, oui, la propriété financière de Kamto et Ayangma ne pouvait pas suffire pour dire « Ok, nous sommes propriétaires du journal ». On ne pouvait pas enlever à Haman Mana qu'il s'était surinvesti dans ce projet et on ne pouvait pas en faire un simple employé pour dire « Ok, demain, tu n'es plus là, tu fais autre chose ». Non, ce n'était pas juste. Je pense qu'il y a eu une volonté d'humiliation de la part de certaines personnes. Je suis quelqu'un qui aime qu'on lui reconnaisse ce qu'il a fait. Quelques malentendus entre l'un des actionnaires, Pota Ayangma, et M. Haman. Je pense qu'il y avait un certain désamour entre certains cadres de la maison. L'égoïsme, pour dire que c'est moi. On aurait découvert un compte où était viré un argent qui devait être viré dans un autre compte. Il y a eu des problèmes de gestion. J'ai voulu recadrer, c'est parti en vrille. On estimait que l'argent n'arrivait pas toujours à la bonne caisse. Il y a eu un clash hier et c'est très mémorable. On n'a pas su tranquillement se séparer. Je l'avais déchargé de ses fonctions. Je n'avais plus envie d'être avec eux. Ils n'avaient plus envie d'être avec moi. Il a riposté en disant que c'était son journal. Je n'ai jamais considéré que c'était mon bébé. C'était le bébé de tous les journalistes qui étaient là. J'ai constaté que tous les journalistes de l'Ouest sont partis, presque tous. Quand il parle de le combat du capital contre le journalisme, pour un journaliste dans l'âme, quand on lit cet éditorial-là, on a envie de le suivre avec tous ses bagages. J'ai dit, qui veut venir avec moi, viens avec moi. Tanguy Jean Bruno fait partie des gens qui sont venus avec moi. Est-ce qu'on doit suivre Haman? Est-ce qu'on doit rester dans la maison mère? Je n'ai pas suivi Haman Mana, qui a dit que c'était une mutation, c'était lui. Il est parti. Il croit qu'il est même allé déclarer à l'OAP que c'est la marque qui lui appartient. Donc on ne pouvait pas le suivre. Il a failli monter la profession contre moi. Mais finalement, ça fait... Il y avait 2 mutations sur le marché, c'était pas beau. Je ne pouvais pas lâcher l'affaire, je ne pouvais pas lâcher ma vie. Est-ce que ces amitiés se sont reconstruites entièrement? Je ne crois pas. On serait beaucoup plus loin aujourd'hui. Oh, je me dis quel gâchis. Je pense qu'on n'a rien à se dire. Plus rien, vraiment. 2 mois plus tard, Haman Mana est passé à autre chose par fierté et par envie de vivre avec une partie de l'équipe de mutation qui l'a suivi. Nous sommes allés faire mutation Haman Mana pendant quelques temps et après avec un certain nombre de médiations dont celle du ministre de la Communication de l'époque, Haman, ils ont obtenu de Haman qu'il laisse tomber et donc il a avec nous travaillé à la création d'un nouveau journal et c'est comme ça que le jour est né. Le jour a vu le jour le 17 septembre 2007. Un projet de survie, c'est la seule chose que je sache faire des journaux. Je viens de me faire virer d'un journal, qu'est-ce que je fais? Je fais un autre journal. Le jour continue de paraître. Le jour était déjà en pilotage automatique depuis un certain temps. L'homme des départs et des défis s'est découvert une autre passion, celle du livre. Il crée ainsi les éditions du Chabel, une maison d'édition qui n'est pas peu fière de la réalisation et qui continue de l'exalter. Édité quand même des gros. Son tout premier livre, c'est lui-même, Rois et Royaumes Bamileke, qui a été phénoménal. Jusqu'aujourd'hui, les gens en redemandent, c'était très très bien fait. Le deuxième livre, c'était le mien, Programmé pour échouer. Après, il y a Joseph-Antoine Bell, Vue de ma cage. Après Joseph-Antoine Bell, il y a Marafa Amidou Yaya, qu'on a édité. On a édité Hubin Olangena Awona également. Voilà, on a édité quand même des gens suffisamment costauds. Je pense que s'il était resté sur la même ligne en continuant de suivre rigoureusement l'affaire, les éditions du Chabel auraient explosé aujourd'hui. Quand il sentait que la machine avait pris, souvent, il se détachait un peu, donc ça donnait une certaine autonomie. Ses équipes sont habituées à travailler sans lui. Il a un peu lâché
la maison d'édition. Et ça, c'est le petit défaut que je lui trouve parfois, ce côté à lâcher. C'est lui qui a édité tous mes ouvrages jusqu'à présent. Et c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'écrire, mais celui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est Haman. Parce que mon tout premier livre, Programmé pour échouer, quand je reviens de la Coupe du Monde en 2010, je travaillais pour Le Jour à l'époque. Et dans la salle de rédaction, je racontais des histoires à mes collègues. Ce que j'avais vu et entendu à la Coupe du Monde, je racontais. Et tout le monde était concentré à m'écouter et tout. Haman lui-même, le DP, il passait par là, il m'écoutait. Et un jour, il me disait, mais Jean-Bruno, pourquoi tu ne peux pas mettre tout ça dans un livre? Mais vas-y, écris. Son regard sur la profession est celui du manager, mais aussi celui de l'enseignant qu'il a été pour certains journalistes. Combien de personnes, comme de journalistes, pensent encore qu'ils doivent privilégier l'originalité dans leurs affaires? Il faut continuer. Moi, je vis ici, j'ai toujours mon manuel de journalisme. J'ai toujours mon manuel de journalisme sur ma table, avec mon dictionnaire. Ils sont là, à ma droite. Toujours. Qu'est-ce qu'un écho? Qu'est-ce qu'un reportage? Je reviens toujours pour regarder. La dernière fois quand le DP Haman et moi nous sommes parlé, c'était une conversation assez difficile, assez pénible, parce que nous nous inquiétions de ce que la presse est en train de devenir. Dans les médias, on fait très peu de travail de terrain et il était choqué parce que c'était un journaliste dans l'âme et il me disait trouvons le moyen de nous mobiliser pour sauver notre profession. C'est assez dur parce que je sentais quelqu'un qui toute sa vie, pendant 35 ans, a été journaliste, il n'a fait que ça et qui voit comment la profession est en train de mourir sous ses yeux. Écrit l'histoire de son époque de manière aussi souple, modulable et nuancée qu'un récit de fiction est une prouesse hamanmanesque. Haman écrase beaucoup d'autres, c'est qu'il a énormément lu. C'est quelqu'un qui est foncièrement journaliste. Quand on le lit, c'est beau. Je l'ai vu faire des enquêtes qui concernaient des personnes qui étaient ses amis. Et après ça détruit la relation. C'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête, qui ne se prend pas très au sérieux. Parce qu'on est dans un pays où les tonneaux vides se prennent trop au sérieux, ils gonflent et tout ça. C'est pas le style de Haman. Je l'ai toujours tutoyé. Même à l'époque où j'étais stagiaire à Mutation, je le tutoyais. Il a une facilité d'écriture déconcertante. C'est quelqu'un qui a un flair extraordinaire. Le DP Haman est capable de transformer n'importe qui en journaliste. Et je vais vous le dire, il a transformé un mécanicien en journaliste quand nous étions à Mutation et qui aujourd'hui est un très très bon journaliste. Autant, lorsqu'il parle, on a l'impression qu'il hésite un peu. Il cherchait un homme parce que l'heure... Mais quand il décide d'écrire, ça coule. En 35 ans de carrière, dont 7 passés à Cameroun Tribune, 1 au Messager, 11 à Mutation et 16 à Le Jour, Haman Mana a su soulever des problématiques contemporaines du Cameroun en démontrant un talent qui inspire aujourd'hui toute une génération de journalistes par la perspicacité de ses articles et ses éditoriaux de haut vol. Moi, je connais des gens qui se souviennent des éditoriaux de Haman, qu'ils récitent même. Les rédactions lui doivent aujourd'hui le poste de secrétaire des rédactions sur lequel il a mis un accent. Des 35 ans de journalisme dans son pays, Haman Mana en avait consigné de belles histoires où il avoue avoir laissé un peu de lui-même dans ce livre paru en avril 2024 aux éditions du Chabel. Sa philosophie. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand j'ai bouclé mon pain de la journée, j'ai bouclé, c'est bon là. On va voir demain. De ce qu'il a été, il ne regrette rien de ce qu'il veut faire. Il n'a pas de certitude. Mais une chose est sûre, Haman Mana a tracé son sillon dans la presse camerounaise et y a laissé à coup sûr son empreinte. Salut DP. Tu as commencé à encadrer nos jeunes compatriotes qui, à l'école de journalisme de Yaoundé, maintenant tu le fais pour
Pour les Américains, je ne cesserai jamais de te remercier d'avoir toujours été là, de la chance que tu m'as donnée, d'abord comme journaliste et également comme écrivain, et également de la confiance que tu as toujours placée en moi, et je te serai toujours reconnaissant. Et bravo pour l'évolution dans ta carrière de journaliste, parce que 35 ans de journaliste et fini comme enseignant de journalisme dans une école aux États-Unis. Et bien disons, ça c'est du lourd. À toi Aman, jamais je n'oublierai. Bon courage. Bon courage et merci pour tout. Ben, bon vent. À nous revoir. Haman Mana, une marque déposée à jamais au panthéon médiatique. À Yaoundé particulièrement, entre 10h et 12h, les auditeurs sont scotchés à l'heure transitoire. Comment était né ce phénomène radio 10-12h? Réponse dans cette enquête signée Alain Dagui et Sono, Christian Boadje, Richard Guiteté. Il est 6h, bon réveil. Là-bas, c'est une tradition établie depuis toujours. Le prime time culte en radio, en France, ce sont les matinales. Bienvenue à tous, on se réveille ensemble. À Yaoundé, la radio s'est faite reine entre 10h et 12h. Alors bonjour. À l'époque des J. C'est un tour. Jusqu'à notre époque, avec Martinez, le 10-12 avait toute sa splendeur. Madame, monsieur, bonjour. Portées par des animateurs ou journalistes parfois audacieux, ces émissions considérées comme des locomotives de ce créneau horaire se livrent une bataille à coups de scoop, le décryptage et l'analyse de l'actualité, de révélations, bousculade qui a causé 21 blessés et parfois des règlements de compte qui ont souvent viré au scandale. Oui, je vous avais donné 100 000 francs, monsieur Martinez. Ces émissions s'appellent Et Combat Royal, le Parlement des auditeurs, 4S, Congrès chaud, le Tribunal du peuple et Embouteillage. Je suis l'héritier de monsieur J. Rémy Ngonon. Comment est né ce phénomène? Comment s'est bâtie leur notoriété au fil des années? Qu'est-ce qui explique la polémique qui les entoure? Pourquoi les annonceurs semblent complètement séduits? J'ai 30 minutes de publicité là. Enquête sur une tranche horaire radiophonique qui est venue bousculer les codes traditionnels du prime time radio. Magic FM à Yaoundé, la radio du quartier Essos détient à ce jour la palme d'or du scandale le plus retentissant en radio. Ce jour-là, un échange vif oppose la chanteuse Lady Ponce à l'animateur Martinez Zogo et l'ambiance est électrique dans la chaîne qui déchaîne. Témoin des scènes violentes qui vont suivre, le chef de chaîne Jules Lobo raconte. L'artiste Lady Ponce qui débarque ici parce qu'elle estime qu'on a donné un certain nombre d'informations sur elle, des informations, elle estimait que c'était erroné. Elle a débarqué avec des gros bras. Et je vous assure, il y a eu un monde fou à la radio ce jour-là. Est-ce que vous vous rappelez que quand votre femme a couché à l'hôpital, c'est moi qui ai complété l'argent qui manquait pour opérer votre femme? Non, je ne pense pas. Oui, je vous avais donné 100 000 francs, monsieur Martinez, pour vous rappeler. Non, on va que je suis... Cette anecdote traduit à peu près l'atmosphère qui entoure la tranche 10h-12h sur les ondes de la plupart des radios de la capitale camerounaise. Dans les taxis, à la maison, comme dans les bureaux, pendant plus d'une décennie, un homme a su se faire un nom et une réputation dans l'animation radiophonique dans ce créneau horaire. Son nom, c'est Martinez Zogo. De la radio Tiemeni Siantou à Amplitude FM, en passant par Magic FM et Royal FM, avec un concept bouillonnant appelé Embouteillage. Les affamés, chefs traditionnels, mendiants. La recette accroche, bouscule les habitudes et donne des avatars. Chaque radio veut désormais avoir son 10-12. Yaoundé, quartier Tambafia. Voici Cities Radio, une nouvelle antenne privée. Sur le perchoir du 10-12, ici depuis 2 ans, c'est l'honorable Lazare Zambo qui préside le Parlement des auditeurs. Le Parlement des auditeurs, comme vous le savez, ce sont des informations, le décryptage et l'analyse de l'actualité tous les matins, de lundi à vendredi, 10h, 12h. Autre radio très sollicitée sur les bords du Mfundi, c'est Royal FM. Déjà en action dans ses fourneaux du studio Thompson, le chef Francis Libéral manie à sa guise sa recette des combats royaux. Ces combats royaux, c'est quand Francis Libéral s'adresse à la nation, même à tout dire,
pour les connecter. Tous les taximans sont connectés. Et combien de citoyens empruntent les taxis par jour sont des milliers. D'où la popularité de l'émission en termes d'audience. Après les événements d'hier. Ici, la raison d'être, c'est le triptyque info, proximité, libre antenne. Il n'y a rien qui peut se passer dans la cité capitale sans que nous soyons au courant. Et nos libres reporters, ce sont les taximens, ce sont les Bayam Salam, ce sont les vendeurs à la sauvette, les vendeurs de cigarettes, etc. Dis-moi tout. C'est lui qui se vante d'avoir 100 ans d'animation dans le corps, revendique la place de numéro 1 dans la tranche 10-12 à Yaoundé. En termes d'audience, c'est incomparable. Je ne peux pas compter le nombre d'appels que je reçois lors d'une émission. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi m'entendre. Sur notre ligne, rapidement, immédiatement. Bonjour. À la radio Tiemeni Siantou, où a commencé ce phénomène du 10-12, on a adopté la formule de 4S, santé, spiritualité, sport et scandale. La troisième sortie de la semaine de 4S, à la vérité, les formules de 4S ont changé d'au moins 4 à 5 fois. Réajuster en permanence son programme phare. Dans cette tranche horaire, c'est l'option choisie par Satellite FM du groupe L'Anecdote face à la concurrence. Je me suis dit à ce moment qu'il fallait bien sûr un programme qui s'occupe uniquement des problèmes de société. Le 10-12 est catapulté dans les années 2000 avec la libération du secteur de l'audiovisuel au Cameroun. C'est alors qu'un homme va venir changer la donne. C'est J. Remingono. Je suis à Radio Siantou où je suis directeur. Il n'y avait pas de programme. Tous les programmes ont été conçus par moi. Mais en réalité, je ne me voyais pas aller à l'antenne. Sauf que, entre 10h et 12h, parce que ce n'était pas le prime time. Le prime time en radio, c'est généralement très tôt le matin. Mais entre 10h et 12h, c'était juste une tranche de variété musicale. Et c'est là où M. Siantou m'a dit, mais pourquoi est-ce que toi-même tu ne voudrais pas passer à l'antenne? J'étais donc d'accord. J'ai donc créé Condré Show. Avec son Condré Show, assorti des coups francs dont il avait seul le secret, J. Remingono a explosé les audiences. Vous avez tout Yaoundé qui s'arrêtait de fonctionner, n'est-ce pas, lorsque J. Remingono lançait justement son émission. Le premier objectif de Condré Show était de remettre la musique camerounaise en scène. Le deuxième objectif actuellement, c'était d'apporter ma touche pour que le Cameroun puisse changer. C'est ainsi que le concept va se propager rapidement pour devenir un phénomène qui se transmet comme un héritage. Je suis l'héritier de M. J. Remingono, avec qui j'ai travaillé pendant 2 ou 3 ans. En fait, j'ai beaucoup été avec Martinez Zogo. Il était chaque fois avec moi dans la voiture. J. Remingono a commencé à lui remettre ses téléphones portables d'arrêter. C'est comme ça que nous on a commencé à surnommer Martinez Zogo, le porteur de portable de J. Remingono. Comme porteur de portable était un peu péjoratif à son goût, on a décidé, J. a décidé de faire de lui son garde du corps. Donc J. dit que Zogo est déjà son garde du corps. Sauf qu'on regarde le Menson Zogo. On regarde l'autre Menson J. Remingono. On dit vraiment qui garde qui parmi vous deux même. Quand j'ai été suspendu, à la demande du ministre de la Communication, c'est Martinez Zogo qui avait pris ma tranche de 10h-12h. J. Remingono a le problème, il va en prison pour 6 mois. J'ai la charge de l'émission Condré Show que laisse J. Remingono. Je viens avec mon conducteur. Boubangom avait sa gandoura, il était en train de sortir. Il a dit que toi aussi tu dérailles, tu fais ce que tu veux, dis donc. Il a pris son bic, il a signé le conducteur sans le lire. Dans le conducteur, j'avais inséré Martinez Zogo. J'ai pris du J. J'ai un tout petit peu ajouté du mien, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à vouloir me comparer à J. Non, il n'y a pas de comparaison à faire entre J. et Martinez Zogo. J. c'est le grand maître. Dans tout le Cameroun, il y a les petits J. Remingono en miniature qui sont devenus des grands J. et peut-être des méga J. Remingono et qui ont aussi ajouté une touche dans leur émission. Si Samuel Eto'o veut mettre de l'argent, son argent, dans le football, il y a 2 choses. Il achète un club ici, ou il crée son club. Pour faire fructifier cet héritage, un audacieux novice de la radio va débarquer pour repousser les limites du 10-12. Fin 2007,
Je venais d'être débarqué de Canal International où j'étais responsable régional de tout le Grand Nord jusqu'au Tchad. Donc j'arrive à Yaoundé. Je trouve d'abord Yaoundé trop grand pour moi parce que je sors de Garoua. Et le paysage médiatique radiophonique à Yaoundé était dominé par Martinez Zogo. Je crois qu'il y avait Pixo Black qui parlait un peu comme Folie Diran à l'époque. Et puis je me demande comment je vais faire pour m'en sortir dans cet univers. Il fallait vraiment être un peu créatif. Avec le tribunal du peuple, un concept particulier qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, il va secouer le landerneau politico-social yaoundéen. Tirer ses sources dans ce que des aînés avaient fait un peu comme les J-points, moi je permettais aux gens de venir dénoncer. Et je crois que c'était pour la première fois que les gens vivaient en direct des Camerounais qui viennent s'asseoir, parler de leurs problèmes, parfois même des problèmes privés, parfois des problèmes qui touchent même l'État. Pour gagner sa place, Duval Lebel et Ballet va tout de même bénéficier d'un coup de pouce. Parce qu'on va fermer Magic FM, Martinez Zogo va aller au quartier et je vais profiter de ça pour vraiment m'installer. Il a fallu que le malheur de Magic FM et de Martinez Zogo à l'époque fasse, n'est-ce pas, le bonheur de Sky One et du tribunal du peuple. Donc, je profite donc de ce... Je crois qu'ils ont fait près de 8 mois d'absence radiophonique. Ça, il faut être honnête pour le dire. Je profite de ça, je m'installe. Devenu l'un des ténors de l'histoire du 10-12, Duval Lebel et Ballet compare ce qui se faisait hier à ce qui est proposé aujourd'hui. Le 10-12 d'aujourd'hui n'est plus comme celui d'avant. Dans un espace horaire qu'on ne confiait pas au premier venu. On savait que quand tu es dans le 10-12, tu es le capitaine de la capitale. On ne programme pas n'importe qui à Yaoundé dans l'espace 10h-12h parce qu'en face, il y a du répondant. Le 10-12 était un peu comme le numéro 9 d'une équipe de football. C'est-à-dire quand vous avez un bon 9, vous êtes sûr que même si la dépense fait, le 9 va marquer des buts. Et tout le monde voulait avoir le meilleur 9 pour placer, donc comme avant-centre dans le 10-12. 10h, 12h, le Parlement des auditeurs. Il n'y a plus un 10-12 qui concentre toute la capitale. Il y a des jeunes qui n'osent pas. Ben, ils veulent copier, ils veulent vraiment faire du copier-coller, malheureusement. Et quand ils arrivent quelque part, ils exigent même, n'est-ce pas, le 10-12. Mais en réalité, il n'y a pas de prime time en radio. Quand vous êtes un bon animateur, quelle que soit la tranche où vous êtes affecté, si vous donnez du bon, les auditeurs seront obligés de vous écouter. Voyant que mon émission tenait beaucoup plus, on a dû la ramener dans le 10-12. Moi, même sur mon programme à 22h ou minuit, si je suis percutant à l'antenne, ça sera un prime time. D'accord, vous êtes pour le retour du fou à l'école. Parti de Sky One Radio pour Amplitude FM. En une anecdote, Duval Lebel et Ballet démontre l'enjeu qu'il y avait à son époque d'être aux commandes d'un 10-12. On ferme Sky One Radio de part à cause de cette émission et que quelques temps plus tard, je me retrouve à Amplitude avec Martinez. Alors, nous arrivons, Francis de Béra nous contacte, qu'il a un nouveau projet, nous arrivons. Il y a un problème qui se pose. Qui va faire le 10-12? On a fait, je crois, 3 réunions. Moi, je suis un ténor du 10-12. Martinez est un ténor du 10-12. Qui prend le 10-12 Amplitude FM? Et je crois que je lui avais rendu la politesse. C'est comme ça que je remets à Martinez son 10-12 qu'il avait à Magic FM. Samuel Eto'o n'a rien. C'est un fauché, monsieur. Aujourd'hui retraité des studios, Duval Lebel et Ballet partagent avec nous les à côté du tribunal du peuple qui ont fait de lui un monstre sacré du 10-12. Voilà, Nkolo Meigné, qui était le SP du ministre des Finances à l'époque. Alors lui, les gens viennent se plaindre qu'il a pris un peu d'argent pour les marchés avec des décharges. Et puis il va, quand je vais l'appeler, il va me dire, Monsieur Ballet, mon décret pour être ici a été lu à la CRTV. Et à moi de lui dire, on vous a nommé par la CRTV, mais c'est cette petite radio qui va vous faire sauter. Il me dit, faites ce que vous voulez. Si vous avez besoin de bons de carburant, venez me voir au bureau. Je vous en donne, j'en donne à tous les journalistes. Je lui dis, monsieur, je ne vous appelle pas pour des bons de carburant. Si vous avez autant d'argent, ces gens vous réclament seulement, je crois que c'était une somme de 1 800 000. Remettez-leur leur argent. Il n'a pas saisi le sens. Mais pendant que je suis à l'émission, à la fin de l'émission, on me dit quelqu'un veut me voir. C'est Benjamin Lekwa, qui était le petit frère direct de Simim, qui était ministre des Finances. Il me dit, le grand frère a demandé que je vienne te chercher. Est-ce que tout ce que tu dis là, est-ce que tu as les preuves? Or, le SP avait oublié qu'il avait fait les décharges. Et moi, j'avais les décharges. Je donne les décharges à Benjamin, il me dit, à 17h, on va aller quelque part.
Il ne me dit pas qu'on va les rencontrer. Nous rendons à parallèle, en collectant au niveau de l'entrée de la CRTV. Nous entrons, quand on va au fond, je trouve le ministre assis au fond, il était 19h. Ça, les gens ne peuvent pas le savoir. Et Simon Meunier, il me reçoit là, il a fait venir des poulets et tout, on a mangé là. Et il m'a demandé les preuves que j'avais, j'ai donné les preuves, on était un mardi. Il m'a dit, je vais voir ce que je vais faire. Avec toutes ces preuves, je ne peux plus le garder. Mardi, mercredi, j'écoute le 17h, rien. Jeudi, je lui dis, monsieur le ministre, vous m'avez dit quelque chose. C'est là où les auditeurs se rendent compte que je l'avais déjà rencontré. Vendredi à 17h, on enlevait Nkolo Meunier. Et quelques temps après, il va m'envoyer des messages comme quoi, comme il était gendarme, il a fait la DGRE, il va me... J'ai pris ces messages, j'ai lu en direct. Une semaine après, il était affecté à Kousséry. Des actions que le Cameroun tout entier continue d'envier au 10-12, qui reste à ce jour une spécificité de Yaoundé. Douala, c'est une zone économique. Véritablement une ville d'affaires. À Douala, c'est beaucoup plus l'animation. À Douala, les gens ont besoin de décompresser. Mais Yaoundé est une zone politique. Il faut que la presse ou la radio influence le pouvoir qui est sur place. Je ne suis pas sûr que si je faisais cette émission à Douala, ça allait avoir l'impact sur les décideurs comme je la faisais sur Yaoundé. Il y a des émissions qui ont connu du succès à cette tranche-là, les Contre Chauds, avec J-Point, les Martinez, etc. Et tout le monde s'est dit qu'à cette tranche-là, avec les Saint-Lazare Mougon, on s'est dit que c'est peut-être la tranche qui fait le charme d'une émission, ou alors la portée d'une émission. Et puis du coup, les promoteurs de radio ont maximisé dans cet espace-là en mettant les animateurs de poids. Congrès chaud, embouteillage ou le tribunal du peuple, ces emblèmes radiophoniques ont bluffé un auditoire conquis qui a fait des animateurs de ces émissions des stars, même si une certaine opinion les accuse d'avoir gâté la radio. Moi je te dis Samuel, tu n'as pas raison. Et l'argent qu'on t'attribue là, tu ne l'as pas. Ou bel qui moine, et on est dans côté, tu es dans poulot. On m'a toujours fait ce procès, c'était pas du journalisme. Mais le journalisme c'est quoi? Le journalisme c'est prendre un miroir placé devant la société, que chacun se mire. Pas d'injure, seul doit prévaloir la force des arguments. Ces deux gros mots-là, éthique, déontologie au Cameroun, qu'on veut à tout prix mettre dans les têtes des journalistes. Bon, je crois que personne ne peut en réalité nous dire exactement ce qu'on retrouve dans l'éthique journalistique ou dans la déontologie journalistique. Le journalisme nous a été légué par des Européens. Nous n'avons pas créé le journalisme. Sauf que quand ils viennent avec, est-ce qu'ils avaient plus le temps de l'adapter à nos us et coutumes, à nos réalités? On met des émissions pour qu'elles soient les plus écoutées possible. Donc, Audima à tout prix. Une auditrice qui me revendique jusqu'à aujourd'hui, c'est Madame Chantal Biya, qui prenait tout le temps à 10h d'écouter et qui, le soir, pouvait dire certaines choses à son mari. Donc, vous voyez qu'à Yaoundé, nous sommes au siège, là où tout se décide. Et c'est normal que nous ayons des programmes pareils pour bousculer un peu ceux qui prennent des décisions à notre place. Attention. Attention à-t-il maintenant ou quel gars, Samuel? Les Obama ne peuvent pas te dire la vérité. Controversé, mais peut-être parce que ces émissions ont eu la chance d'avoir la chance ou la malchance, je ne sais pas, ça dépend de là où on se situe, d'avoir des animateurs qui avaient ce qu'on peut appeler la grande gueule. La manière était trop brutale. Mais quand tu commences quelque chose, il faut mettre un peu de brutalité pour que les gens comprennent. Jean Bruno ne peut pas te dire la vérité. Il t'a dit la vérité une fois, que toi, c'est l'échec. Alors, toi, tu crois que quelqu'un qui t'a maudit hier, même dans le livre, même dans son ouvrage, il t'a maudit. Il revient là et tu crois qu'il est vraiment convaincu que tu feras quelque chose? Il n'y a que moi qui peux te dire la vérité. Parce que moi, je n'attends rien de toi. J'assume ce que je dis à la radio. Zameyen, viens me voir, on s'assoit, on bavarde. À la vérité, je suis controversé parce que au Cameroun, on a été habitué à la roublardise, comme j'ai coutume de le dire. On a été habitué au mensonge, au petit menteur. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui vient botter toutes ces choses-là en touche, c'est normal que ça énerve certaines personnes. Oui, président. Non, c'est toi le meilleur, c'est toi-même le Dieu. On a même dit aux gens que tu as tout l'argent du Cameroun. Vive critique, polémique, controverse, revers de la médaille, certaines radios ont été fermées temporairement à cause de ces émissions. Quant aux animateurs, ils ont fait l'objet de menaces, d'agressions physiques, de molestage, de kidnapping ou pire encore, d'assassinat. Les pires souvenirs, ce furent mes arrestations, les bastonnades et surtout le 5 août 2003, lorsque on m'avait arrêté, on m'avait jeté en cellule, déshabillé, et pour ensuite m'envoyer
à la prison centrale de Condé. 17 janvier 2017, le même jour qu'on a pris Martinez Zogo, on venait me prendre dans ma radio, cette fois-ci à Mboma, en plein 16h. Les confrères n'avaient jamais cru à cette histoire. Bon, mais vous avez mon épouse qui est là à côté de moi, elle va vous le dire. En plein 16h, un commando est venu me prendre. Pendant 7 jours, on ne savait pas où j'étais. On est allé me laisser à 2h du matin, à 35 km après un fou. On m'avait déjà un d'huile de palme, on m'avait un de farine, d'huile de palme, tout ce bon mélange là. Et on creusait ma tombe à côté. Pendant qu'on me faisait en pleine brousse. Et pendant qu'on creusait ma tombe, on me mettait toutes ces choses. Un coup de fil sonne. Et j'entends comment le monsieur dit ok, abandon. C'est le coup de fil qui me sauve. D'où venait le coup de fil? Je ne sais pas. Et puis, je vais me retrouver. On me dit qu'il faut courir pour aller chez toi nu, plein d'huile de palme et de farine. Ça fait que quand j'avais vu le corps de Martinez Zogo, qu'on a découvert à Bogo, j'ai vu l'huile de palme et la farine sur lui. Mon épouse était dit à mon épouse que ça, parce que j'avais su appeler la DGRE, j'ai dit c'est la DGRE. Pour avoir osé, J. Rémy Ngono vit depuis en exil. Martinez Zogo, lui, est tombé sur le champ de bataille. Même pas peur? Pas peur, hein. Je crois également que quand on est journaliste, un peu comme les militaires, on ne demande pas à un militaire s'il a peur de la mort au front. Au-delà des conséquences, la bataille du 10-12 se joue au fil du courage, avec à la clé un succès populaire. Mais comment comprendre pourquoi ces émissions suscitent tant d'intérêt du public? Ce sont des émissions en lesquelles le public se reconnaît. Et parce que le public s'y reconnaît, on ne peut pas dire que ce soit une si mauvaise chose. Le public a besoin de sentir qu'il est valorisé, qu'il joue un rôle. Oui, dis-moi tout. Même s'il y a aussi ce que l'on peut appeler le phénomène des clubs d'auditeurs. Vous vous rendrez compte d'une radio à une autre que c'est quasiment les mêmes personnes qui appellent. Oui, nous écoutons Père Chakos. Qui réagissent, qui fustigent, qui condamnent, qui demandent des comptes, qui distribuent les bons ou les mauvais points. Non, aujourd'hui, les enfants boivent avec les enseignants dans les bars. La volonté de régler des comptes. Il y a parfois de la diffamation. Un monsieur qui s'appellerait Savant. Parfois choqués, mais les auditeurs sont toujours très nombreux à écouter ces émissions. C'est bénéfique pour les annonceurs qui s'y bousculent. Que ce soit le travailleur, l'ouvrier, le chauffeur de taxi, la ménagère à la maison, c'est l'heure à laquelle on est en position idéale pour pouvoir écouter de la radio. Vous verrez, les émissions les plus populaires se font généralement au cours de ces tranches. Nous ne pouvons pas bouder ces tranches-là. Nous avons pensé, sans entrer dans des enquêtes très approfondies, que la tranche 10h-12h était une tranche très prisée. Un business tout aussi juteux pour les radios qui font des bonnes recettes financières. 25 millions. Avec des petites annonces, on était sur le point de signer également avec les multis. J'ai 30 minutes de publicité là. 30 minutes de publicité, ça veut tout dire. Ça va faire presque 3 décennies que le 10-12 a révolutionné la radio à Yaoundé et l'opération continue son bonhomme de chemin. Cependant, ce concept local va-t-il survivre? Nous ne devons pas nous laisser entraîner par le sensationnel. On peut dire la vérité tout en respectant les canons du métier. Il faut t'appuyer sur les faits. Il faut savoir quoi dire, quoi faire. Comme j'ai pris l'exemple de notre défunt Martinez Zogo. Dans quelques jours, je vais gâter le coin. C'est pas possible ça. Il faut donner l'information, sachant qu'en donnant l'information, qu'est-ce que ça peut porter comme préjudice? Sa femme est un individu très dangereux. Il faut beaucoup de se cultiver. Il faut lire. Il faut éviter de créer la routine. Il faut éviter de créer l'impression que on réentend la même chose de la bouche des mêmes personnes. Et puis, scruter la concurrence, essayer d'apporter quelque chose de neuf, quelque chose de plus dynamique que ce qui avait déjà été fait. Appelez-moi Lazare Zambou. Songez à donner à Lazare ce qui appartient à César. Donner à Lazare ce qui appartient à César dans son Parlement des auditeurs. 4S, l'émission qui concilie au quotidien l'information et le divertissement sur la radio Téménician. Où les majors 4S rêvent de déguster un Ekomba royal. Appelez-moi Francis Libéral, je suis votre libérateur. Mais je ne suis pas encore prêt à mourir pour vous. On se donne rendez-vous demain entre 8h10 et 12h pour un autre épisode de l'émission Ekomba Royal. Dans les embouteillages de Yaoundé. Embouteillage.
Le mardi 17 janvier 2023, il est parti de cette radio et n'est plus jamais revenu, car traqué et assassiné aux sorties de Amplitude FM où il créait des embouteillages dans les consciences, dans la vie des gens. Que s'est-il passé? Les langues commencent à se délier. Il était une voix, Martinez Zogo, épisode 2, le film d'horreur. Document inédit signé Alain Nagui et Sono, Christian Boadje, Richard Bitete. Veni Vidi Vici. Par son émission Embouteillage, il est venu. Vous allez seulement me tuer. Par son style particulier et corrosif, il en a fait voir de toutes les couleurs. Il parle n'importe comment à tout un secrétaire général de la police nationale. Et lui-même en a vu de toutes les douleurs. Je lui ai enfilé le câble à l'anus. Martinez a subi ce qu'on ne peut pas souhaiter même à son pire ennemi. Au nom de la sacro-sainte liberté de la presse, il a vaincu. On laisse faire, on regarde, parce que tout le monde a peur. On ne peut pas tuer quelqu'un pour ses opinions. Kidnappé. Ils se sont dirigés vers la cible et j'ai suivi le bruit du taser. Ces personnes qui l'avaient interpellé avaient vraiment préparé leur affaire. On l'a conduit dans une carrière où j'ai déchiré les habits du journaliste. Zogo a été traqué comme une bête. Je lui ai versé l'huile rouge et la farine sur le corps avant de le bastonner avec un câble spécialement apprêté. Le corps du célèbre animateur portant des sévices est retrouvé 5 jours plus tard dans une banlieue de Yaoundé. C'est un corps qui a subi toutes sortes de traitements inhumains. Sa famille nucléaire a été sciée en deux. Une partie qui veut s'approprier le corps de Martinez Zogo et tout ce qu'il peut apporter comme prébande. La radio où il officiait a intronisé son héritier. Martinez Zogo depuis le paradis coordonne son émission fétiche Embouteillage. Moi c'est Thierry Valère, le petit frère de Martinez Zogo. Les fantômes m'appellent le revenant. Zogo est irremplaçable. Au moment où débute le procès de ce dossier criminel inédit, Travelling vous replonge au cœur de cette affaire qui n'a pas fini de secouer le Cameroun du citoyen lambda au sérail. Je vais vous montrer que la papaye c'est le fruit du blanc. Lundi 25 mars 2024, à l'aube du 25e jour, suivant la clôture de l'information judiciaire, 12 jours après la notification aux inculpés, faisant suite à un an d'enquête, c'était l'audience inaugurale. Les 17 accusés ont répondu présents. Bruno Bidjan, en convalescence et qui, jusqu'à une certaine heure, laissait planer le doute sur sa présence, est arrivé 30 minutes avant. Dans un tribunal militaire de Yaoundé, sous haute sécurité, où un demi-millier de personnes a formé l'auditoire dans le prétoire de la salle d'audience numéro 1, obligeant une partie à rester debout pendant plus de 3 heures. Vous l'avez dit et je le confirme, le dispositif sécuritaire est renforcé avec un filtre à l'entrée et à la sortie. Il est venu le temps de la justice, le temps de la vérité qui sonne comme une première victoire pour la famille, les amis et les collègues de Martinez Zogo. Nous avons soif de justice. Un procès inédit avec des embouteillages à toutes les sections. Les défendeurs, 17 au total. Leur profil, des personnalités de haut rang, des agents du service secret entre autres. L'exposition des premières observations de la défense avait été marquée par quelques polémiques et tensions, notamment sur la demande des avocats de l'homme d'affaires Amogo Belinga et de l'ex-patron de la DGRE Eko de la diffusion du procès en direct, demande rejetée. Le public n'aura pas suivi ce qui s'est dit pendant les débats. Le ministère public, représenté par le commissaire du gouvernement, Serlin Belinga, a mis en garde les médias. Le ministère public n'hésitera pas à instruire une enquête judiciaire contre tout individu qui fera des commentaires tendancieux jusqu'à la fin de cette affaire. La qualité des personnes inculpées rend cette affaire complexe. 3 des agents de la DGRE sont inculpés pour assassinat. 2 autres personnes de complicité d'assassinat. Il s'agit du lieutenant-colonel Justin Danoué, alors directeur des opérations de la DGRE. Nous sommes en sécurité par ces gens-là, mais ce sont ces mêmes gens-là qui sont dans le complot. C'est-à-dire nous sommes déjà en insécurité, on a peur. Et Martin Savom, le désormais ex-maire de la commune de Bibé, dans la Haute-Sanaga. Accusé de complicité de torture, le patron du groupe de presse L'Anecdote, Jean-Pierre Amogo Belinga, et l'ex-patron de la DGRE, Léopold Maxime Eko, sont accusés de complicité de torture. Quant au journaliste Bruno Bidjan, il répond des accusations de conspiration, de torture, d'arrestation et séquestration. Que ce ne soit pas les boucs émissaires, mais que ce soit les vrais commanditaires. Par voie de communiqué de presse, via ses avocats,
Le camp du commissaire divisionnaire Léopold Maxime Eko avait alors fustigé la décision du juge. Sans autre support légal ou factuel, autre que les déclarations mensongères et fluctuantes du lieutenant-colonel Danoué Justin, malgré l'amoncellement d'éléments disculpatoires irréfutables, le juge d'instruction militaire n'a pas cru devoir mettre M. Eko hors de cause. Avant l'épilogue de l'information judiciaire, l'affaire Martinez-Zogo a plongé la justice camerounaise dans une zone de turbulence sans précédent. Vendredi 1er décembre 2023, tel une onde sismique, partie des réseaux sociaux, une nouvelle annonçant la libération dans la journée même des principaux présumés suspects, Léopold Maxime Eko et Jean-Pierre Amougou Belinga, s'est répandue, créant joie et frustration. De cette nouvelle virale sur les réseaux sociaux, faisant état de la libération de Amougou Belinga et de Maxime Eko. Journaliste reporter à Naya TV, Bran Kamga, qui couvre cette actualité, raconte ces moments délicats et complexes qu'il a vécu au tribunal militaire de Yaoundé ce jour-là. Il est à peu près 15 heures, j'ai une source suffisamment introduite qui m'envoie un message WhatsApp pour me dire « Notre client va être libéré ». Et je lui demande, est-ce que vous avez les éléments concrets? Il me dit oui. Je dis, est-ce que je peux les voir? Et il me fait donc voir l'ordonnance de mise en liberté signée du juge d'instruction. Je lui demande, est-ce que je peux publier? Il me dit, c'est mieux d'attendre. J'ai dit, pourquoi attendre? Il me dit, il y a une réunion en cours au ministère de la Défense et c'est à l'issue de cette réunion que la levée d'écrou va être signée. Je tique un peu, je me dis, ben, pourquoi on signe une ordonnance et puis on va à une réunion au ministère de la Défense pour attendre la levée d'écrou? À peu près 1 heure passée, Boris Bertol publie le document que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Je me dis, je reviens vers la source pour lui demander, mais vous m'avez floué parce que là, le document est déjà dehors. Il me dit, il ne sait pas comment Boris Bertol a obtenu le document. Alors, là, on commence à sciencer et il y a des rumeurs qui courent. Amougou Belinga et Eko sont libres. Je me déporte tout de suite vers le PDG du groupe L'Anecdote et chemin faisant, je reçois un message via un groupe du chef de la division de communication du ministère de la Défense disant que le document est un fake news. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Et lorsqu'on arrive au tribunal militaire, nous rencontrons les avocats d'Eko. Ils sont 3 qui sont là tout stupéfaits, ils ne savent pas ce qui se passe. Et lorsque je demande à l'une des avocates qu'est-ce qui se passe concrètement, il y avait également un directeur de publication au tribunal militaire venu donc à l'affût de l'information. On se demande qu'est-ce qui se passe et nous commençons donc à échanger les informations, comment tu as eu l'info, comment c'est arrivé chez toi. Et nous nous rendons compte que l'avocat d'Eko, lui aussi a eu l'information de la libération de son client via les réseaux sociaux. D'après ce qui nous est raconté par l'avocate d'Eko, elle a bel et bien rencontré le greffier qui dans un premier temps a boudé, mais qui après l'a fait voir le document en question. Ils ont même déchargé parce que de l'autre côté aussi, les avocats de Amougou Belinga m'ont dit avoir déchargé l'ordonnance de mise en liberté. Mais maintenant, au niveau de la levée d'écrou, qu'est-ce qui se passe concrètement? Tout le monde est perdu. Nous avons eu une information vraiment en interne comme quoi voilà, il y avait des choses qui devraient se passer au ministère de la Défense et peut-être probablement au niveau de la présidence de la République pour décider en dernier ressort. Quelques sources cette fois-ci du côté de Koningui nous font part de ce que voilà, on est en train de ranger les affaires pour que M. Amougou Belinga soit libéré, pour que M. Eko soit libéré. Direction Béac, entrée Béac, complexe Béac, chez M. Amougou Belinga. De ce côté, il y a assez de civils qui sont... il y a des militaires, des gendarmes, mais qui sont en civil. Ça filtre, personne n'entre, personne ne sort de ce côté-là. Et nous de leur demander, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Ils nous disent, non, notre client, il est encore en prison. On attend son arrivée ici. Il y a
une ambiance de fête qui s'est installée dans un barreau à côté où les gens sont fiers. Nous sommes actuellement au domicile de Amougou Belinga. Il y a quelques éléments qui montrent un air de fête. Ils sont censés trouver la liberté dans les prochaines heures. La libération va finalement avorter. C'est quand même un truc de fou, quoi. On assiste à quelque chose d'extraordinaire dans cette affaire où une décision, une ordonnance rendue par un juge d'instruction dans le cadre d'une affaire est remise en question par le ministère de la Défense, parce que c'est le ministère de la Défense qui remet en question les documents qui ont été publiés, parce que c'est venu d'abord de la communication du ministère de la Défense qui a prétendu que c'était un fake. Et par la suite, on a également des textes qui sont signés des mêmes personnes pour dire, le juge d'instruction pour dire que ce document il était faux. Est-ce que c'est le même juge d'instruction qui a écrit encore cet autre document pour dire que le premier document que lui-même avait signé était un faux? Un document authentique au tribunal militaire. J'y étais ce jour-là. J'y étais. Et donc j'ai vu tout ce qui s'est passé et comment notamment les avocats de M. Eko se sont fait notifier cette ordonnance de levée d'office de mandat de détention provisoire de M. Amougou Belinga et de M. Eko. Les institutions qui rendent un pays digne d'être considéré comme tel ne peuvent pas être à ce point manipulées. Le Gabon se rapproche. Cette libération-là n'était pas acceptée à un certain niveau et le politique est entré. On sait pour quelles raisons les uns manipulent les autres. Vous avez parfois des sources extrêmement crédibles qui vous donnent des informations erronées sur le dossier. Malheureusement, comme un crime n'est jamais parfait, ils ont publié, y compris des documents qui n'avaient pas été notifiés au parti, donc qui étaient destinés au commissaire du gouvernement. Il y a des médias dits sérieux au Cameroun qui ont donné de très fausses et de très mauvaises informations à l'opinion publique et on se demande pour quelle fin. On est dans un environnement très très corrompu, que ce soit l'environnement des médias, mais aussi l'environnement judiciaire. Dans ce jeu de la raison du plus fort, le parallèle est très vite établi avec la guerre des clans dans le sérail. Monsieur Eko, qui était patron de la DGRE à l'époque des faits, a lui-même souligné ce contexte-là en disant que voilà, il y avait des clans qui se battaient, en pointant de manière très claire des clans où on trouverait d'une part peut-être des personnes de la présidence de la République et d'autre part peut-être le ministre de la Justice et le ministre des Finances, pour ne pas parler de tous les autres. Les batailles de tel clan contre tel autre et tout ça là, ça intéresse une partie des Camerounais, mais je pense qu'il y a une majorité qui ne demande qu'à savoir ce qui s'est passé dans cette affaire. Conséquence de cet imbroglio, le 14 décembre 2023, il y a eu remaniement dans les tribunaux militaires. Quoique... Il n'y a pas eu de remaniement en tant que tel au tribunal militaire. Il y a eu affectation de nouveaux juges d'instruction et le président du tribunal qui, dans ses prérogatives, peut confier un dossier, reprendre un dossier à un magistrat à tout moment. Le directeur de la justice militaire, le juge d'instruction sont mis de côté. Le magistrat devenu colonel, Zie Pierrot Narcisse, a été promu vice-président du tribunal militaire de Yaoundé et a pris la charge de l'instruction de l'affaire Martinez-Zogo. Un changement qui a fait de lui le troisième juge à instruire cette affaire. Le juge d'instruction, Sikati II Kwamou Florent Aimé, qui a été démis de ses fonctions dans la foulée avant d'être dessaisi officiellement de l'affaire Martinez-Zogo, a été par la suite muté au nord. La tête de M. Sikati, elle ne plaisait plus et les actes qu'il avait posés étaient très très critiquable. Ça ne justifie pas que le politique se soit immixé de façon aussi grossière. Le 19 décembre 2023, le politique marque un autre coup retentissant en nommant un nouveau patron à la Direction générale de la recherche extérieure. Léopold Maxime Eko est remplacé par Jean-Pierre Robin Goumo, qui a pour adjoint Mesmin Magloire Aristide Elundo. Pour mesurer la gravité de cette affaire, greffée au cœur du sérail, nous vous replongeons là où tout a commencé. Des faits et témoignages dans l'orchestration du crime crapuleux qui a débouché à la mort tragique d'Arsène Salomon Banizo. Comme un animal en brousse. Retour en arrière, 14 mois plus tôt.
Zogo a été traqué comme une bête. Minuit passe, vous appelez, ça sonne, mais il ne prend pas. 1h du matin, pareil, il ne prend pas. 2h, le téléphone est éteint. Il a cru trouver le refuge à une brigade de gendarmerie, pas loin de chez lui. Et là, c'est au niveau de la brigade que nous avons interpellé le type, puisque j'ignorais son identité. Le gars arrive avec son véhicule, klaxonne, personne, prend sur lui d'escalader. Les bourreaux le récupèrent comme un gibier, le jettent au sol, pose le pied sur le cou. Lorsque Gaudier est sorti, le noir est aussi sorti. C'est alors qu'ils se sont dirigés vers la cible et j'ai suivi le bruit du taser. Il a crié au secours, aidez-moi, il veut m'assassiner. Personne ne bougeait, même les gendarmes ne bougeaient pas. On l'a attrapé, il est dans la voiture partie. On l'a conduit dans une carrière où j'ai déchiré les habits du journaliste. Je lui ai versé l'huile rouge et la farine sur le corps avant de le bastonner avec un câble spécialement apprêté. Je lui ai enfilé le câble à l'anus. L'huile de palme là et la farine qu'on met sur toi, c'est pour que tu gonfles vite. Parce que ça crée une chaleur, le corps, dès qu'on te tue là, ça dit le lendemain qu'on vient te trouver, on trouve, c'est comme si on t'a tué il y a une semaine. Il a été torturé, il a été enregistré dans ces moments de faiblesse et tout. Il a été filmé. C'est le chauffeur du lieutenant-colonel Danwe qui lui a coupé une oreille avec un cutter. L'un des membres du commando est monté sur son corps avec ses pieds et qui lui a brisé, par exemple, il lui a brisé la jambe au niveau de la cheville. Quand j'avais vu le corps de Martinez Zogo qu'on a découvert à Bogo, j'ai vu l'huile de palme et la farine sur lui. Mon épouse était dit à mon épouse que ça, parce que j'avais su appeler la DGRE, j'ai dit c'est la DGRE. En plein 16h, un commando est venu me prendre. Pendant 7 jours, on ne savait pas où j'étais. On a allé me laisser à 2h du matin, à 35 km après un fou. On m'avait déjà oint d'huile de palme, on m'avait oint de farine, d'huile de palme, tout ce bon mélange là. Et on creusait ma tombe à côté. Pendant qu'on me faisait ces rites en pleine brousse. Et pendant qu'on creusait ma tombe, on me mettait toutes ces choses. Un coup de fil sonne et j'entends comment le monsieur dit ok, abandon. C'est le coup de fil qui me sauve. D'où venait le coup de fil? Je ne sais pas. Et puis, je vais me retrouver. On me dit qu'il faut courir pour aller chez toi nu, plein d'huile de palme et de farine. Toujours selon les enquêtes, ligoté puis torturé par un premier commando de 4 personnes dans une carrière à Ibogo, un second commando de 3 personnes va revenir sur les lieux vers 23h ce jour-là, achever l'opération. Je suis reparti à Soa en moto avec Daouda, puis rejoint après par Lamfou Johnson Gam. Connaissant bien la zone, nous avons mené la deuxième opération. La mission tactique d'intervention régulière, ordonnée depuis le 6 janvier 2023 par le lieutenant-colonel Justin Danwe pour la filature, l'enlèvement et la torture de Martinez Zogo, s'achevait ainsi avec l'élimination de la cible. 2 commandos de 8 éléments au total pour 2 scènes de crime. J'étais allé tirer les oreilles à Zogo. Il comptait sur quoi ce garçon? Et à Jéhovah. Dans le procès verbal qui fait mention des minutes du rapport de l'autopsie médicale de la dépouille de Martinez Zogo, les conclusions du collège des médecins légistes, datées du jour de la découverte, révèlent ce fait troublant. Le lieu de découverte du cadavre est une scène de crime secondaire. Une zone de crime secondaire signifie tout simplement que ce n'est pas à cet endroit qu'il a été tué. Il est décédé ailleurs et le corps a simplement été déposé. Errant dans le couloir de la mort, vous allez seulement me tuer. Avec le traitement dégradant et inhumain à lui infliger. Comme un animal en brousse. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de finir avec moi. On la lui a bouclé pour de vrai. Laisse la faire là. Laisse. Ils vont me faire quoi? Mais avant cela, je vais vous montrer que la papaye c'est le fruit du blanc. Ils vont me faire quoi? Ils sont qui? Je vais mourir pour la patrie. Et on laisse faire, on regarde. Parce que tout le monde a peur. Le rapport médical signé le 31 janvier 2003 par le docteur Ekani Bokar, le directeur de l'hôpital des districts de Soa, conclut que Martinez Zogo est décédé suite à une strangulation après torture, avant d'ajouter que sa mort datait de 3 ou 5 jours avant la découverte.
cible de la DGRE depuis 2015 dans le cadre de ce qu'ils appellent là-bas le dossier presse. Le scénario funeste du film des derniers instants de vie de Martinez Zogo est consigné dans les dizaines de pages de l'ordonnance de renvoi signée par le juge d'instruction près du tribunal militaire de Yaoundé, Zie Pierrot Narcisse. La radio où Martinez Zogo, figure emblématique de l'audace journalistique officielle, a choisi de commémorer sa disparition tragique dans ses locaux avec deux principales articulations pour meubler cette journée où Amplitude FM a fait entorse à ses programmes habituels. Ce jour marque le point d'orgue de la semaine consacrée à Martinez Zogo. Martinez Zogo qui est parti, ça fait déjà un an aujourd'hui, le jour de son anniversaire. Seigneur, que son âme repose en paix. Et puis, une libre antenne spéciale où les auditeurs pouvaient rendre hommage au maestro entre midi et 17h. Les yeux rivés sur le Cameroun qui dispute la finale de la Coupe du Monde de la barbarie. L'assassinat de Martinez Zogo, comme celui de Zongo au Burkina Faso, est devenu une affaire de la République. Je fais comment? Vous dites que je fais comment? Au moment où nous produisons ce reportage, plus d'un an après, sa dépouille est toujours sous-scellée à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé et la question de son enterrement divise. Il faut que justice soit faite. Là, on pourra enterrer notre corps peut-être un peu dans la paix. Le corps de la victime peut être confié à la disposition de la justice pour qu'un certain nombre de constatations puissent être faites. La famille de Martinez Zogo a saisi par voie de correspondance le chef de l'État, Paul Biya. Dans la correspondance dont nous avons eu accès, le responsable François Bessala explique que, pour des contraintes traditionnelles, il faut enterrer le corps de Martinez Zogo. Martinez a laissé des enfants et dans nos traditions, nous sommes obligés de faire un certain nombre de rites pour protéger la famille. C'est difficile de tourner la page, vous voyez, étant donné que son corps est à la mort. Il y avait une sorte d'opportunisme auprès de certains de ses proches, de sorte que la famille n'a pas cheminé en rang serré. Et cette partie nucléaire qui veut justement profiter du corps de Martinez Zogo et aller jusqu'à vouloir vendre le corps de Martinez Zogo à certaines personnalités incarcérées aujourd'hui pour que les obsèques, qui ont préfinancé les obsèques, l'épouse de Zogo a dit qu'on enterre mon mari quand le dernier des responsables de ce crime crapuleux sera aux arrêts. Je dois être rendu. Des questions sur le quotidien de la vie sans Martinez Zogo à la maison, c'est dans les environs du quartier Fougirol, où se trouve leur domicile conjugal, sur la route de Soa, que nous nous sommes rendus en octobre 2023 pour chercher les réponses. Nous avons toqué sans succès pendant plusieurs minutes. De notre position, nous pouvons percevoir l'ombre de présences humaines dans la maison, mais personne ne viendra ouvrir. Dans ces lieux où règne un sentiment de peur, on sentait poser sur nous des regards curieux dans la quête de donner la parole à un parent. Nous réussissons à décrocher un rendez-vous avec Flore Zogo. Je vais voir dans quelle mesure je peux répondre aux questions. Après des semaines de négociations, rien ne sera finalement concrétisé. Son épouse, depuis ce 17, elle est couchée à même le sol. C'est compliqué parce que tous les jours, vous pensez à lui. Son fils, je vous fais une révélation, n'est pas parti à l'école cette année. Il n'a eu aucune aide. C'est très compliqué. Avancer avec la peur au ventre. La peur, un doux euphémisme. Elle est devenue un bien commun partagé entre la famille de Martinez, ses amis et la corporation. Quelqu'un qui est soupçonné d'avoir tué ton frère, tu ne peux pas aller le voir, lui dire que vous avez des difficultés pour enterrer Zogo, il faut qu'il vous donne l'argent pour faire les obsèques. Il prend 20 millions, il te donne. Vous ne menacez pas la fille de Zogo, qui est à la gendarmerie, que si tu ne te mets pas de notre côté, même ta gendarmerie, là, on va t'enlever. Il y a des clans qui se sont forgés. Est-ce que nous devrons être à un niveau de camp? Il est inadmissible qu'on enterre Martinez dans un climat délétère. Diane Zogo est menacé au quotidien. C'est une affaire d'intérêt. Et Diane Zogo sait qu'ils sont prêts à la tuer. On a même voulu faire voyager Diane Zogo, la faire exiler. Il est dans la glace, elle dort sous le matelas, à terre, au sol. Diane Zogo n'a jamais pu poser son pied sur le lit conjugal. Journaliste au groupe L'Anecdote, au moment des faits, Raoul Christophe Biya a pesé de tout son poids pour défendre son patron à travers ses reportages ciblés. En octobre 2023, nous avons voulu l'interviewer sans succès. Allô? Oui. Raoul Christophe Biya, bonjour.
Je suis Alain Nagui Essono, je suis journaliste, je travaille pour l'émission Traveling. Je suis en train d'écrire un reportage sur les avancées sur l'affaire Martinez-Zogo. Et je souhaite vous interviewer. 5 mois plus tard, Raoul Christophe Bia annonce son départ de Vision 4, non sans présenter des excuses aux personnes qui l'avaient offensé. En tant que journaliste, mon rôle est d'informer, d'éduquer et de divertir. Je reconnais que par le passé, j'ai outrepassé ces fonctions en adoptant une ligne éditoriale partisane. Je ressens le devoir de vous adresser ces excuses. Des mois avant l'affaire Martinez-Zogo, Bruno Bidjan, lui, déclarait ceci. Si mon boss me demande maintenant de courir et d'entrer dans un trou, je vous assure que je le ferai sans hésiter. Il a finalement retrouvé son patron dans le trou une première fois avant de sortir, puis le retrouver à nouveau. Une chapelle ardente où les cierges ont perdu la lumière des flammes, comme figée dans le temps, c'est le décor sur lequel nous tombons lorsque nous arrivons à Amplitude FM ce vendredi-là d'octobre 2023. Il est 11h30. Sur les ondes de la 103.3 FM, c'est l'émission Embouteillage. Non pas une rediffusion, mais une édition New Look. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue sur les ondes de la radio Amplitude FM. Thierry Valère, c'est son nom, c'est un jeune garçon que Martinez-Zogo a fabriqué. Il était presque, n'est-ce pas, le Tinda de Martinez. L'élève remplace aujourd'hui le maître. C'est votre émission fétiche Embouteillage, une propriété privée de Martinez-Zogo. La radio a aussi fait le choix de tout garder intact. Le générique de l'émission. Embouteillage, embouteillage. Les jingles d'habillage. Quand il a posé la voix pour la première fois, pour la première émission, nos téléphones n'ont pas cessé de crépiter. Les gens se sont dit que peut-être c'est un canular. Est-ce que Martinez-Zogo est revenu? Martinez-Zogo depuis le paradis coordonne son émission fétiche Embouteillage. Comme il sait souvent bien le dire qu'il est le fantôme de Martinez-Zogo. Le petit frère de Martinez-Zogo, les fantômes après le revenant. Les gens ont l'impression que je fais tout pour ressembler à Martinez, pourtant c'est pas cela. Beaucoup ont reproché à Martinez-Zogo à ses débuts de faire du J.Rémy Ngonon. Il tente de faire comme lui, mais ce n'est pas lui. Tout comme à l'époque, Martinez tentait de faire comme J.Rémy Ngonon, mais ce n'était pas J.Rémy Ngonon. Nous aurons l'information concernant les stars des petites voitures jaunes. Ce n'est pas encore tout à fait du Martinez-Zogo. Mais encore un peu d'effort, il pourrait y arriver. Vous aurez les informations à caractère social et culturel. Je n'étais pas fan de son émission. Donc, je ne vois pas ce qui m'amènerait à aller suivre son sujet et tout. Mais en général, on dit que la photocopie est souvent un peu pâle. Si ce n'était pas bien, même dans les réseaux sociaux, on devait déjà avoir des foudres. La foudre, c'est ce à quoi nous comparons la colère que manifeste un Ben Benjo de Benji révulsé face à cette manière de remplacer son Zogolais. Il y a des rôles qu'il faut refuser dans la vie. Tu ne peux pas remplacer Zogo. Zogo est irremplaçable. On ne remplace pas Zogo. Personne ne peut remplacer Zogo. Personne. Tu n'as pas son carnet d'adresse, tu n'as pas son talent. Martinez était la pièce maîtresse de cette radio. J'ai envie de dire au promoteur de cette chaîne que je ne suis pas d'accord avec lui. Je le soupçonne même d'être parmi ceux qui souhaitaient que Zogo meure. Parce qu'un gars ne peut même pas, il n'est même pas encore enterré. Tu lui trouves un remplaçant comment? Le gars qui dit être remplaçant de Zogo là, qui laisse l'affaire là, qui cherche à se faire son nom dans son couloir. Un taux d'annonceurs qui se sont réellement intéressés à notre chaîne de radio. L'émission de Zogola a des sponsors. Ils ne veulent pas la laisser mourir parce qu'il y a l'argent qui entre. C'est pour ça qu'il faut à tout prix qu'on mette quelqu'un là. Beaucoup d'annonceurs, après le décès de Martinez-Zogo, se sont intéressés à la radio. Et le gars, au lieu de venir humblement jouer le jeu de celui qui cherche l'argent, il vient décider que lui est là, le remplaçant de Zogo. Tu remplaces mon frère Ouneza. L'émission Embouteillage sera encore un peu plus brutale le lendemain compte tenu des informations en notre possession. D'ailleurs, je ne sais même pas. Pour son dénouement, on a sondé toutes les facettes d'un éventuel verdict. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la mort de Martinez-Zogo vont finir leur jour en prison. La condamnation à mort. Des peines jusqu'à l'emprisonnement à vie. En fonction même de la situation du pays, ça peut influencer la décision de justice à ce moment précis. Donc attendons voir. Sera-t-elle aboutie? Personne ne sait. Mais pour l'instant, elle fait embouteillage. Si cette justice te rend justice, pour une fois, on pourra dire qu'il y a eu la justice dans ce pays. Atara, comme je t'appelais effectivement
nous n'allons jamais baisser les bras. Martinez, où tu te trouves, je suis en train d'écrire un livre pour toi. Pour que tout le monde entier puisse connaître qui était Martinez Zogo. Le livre, il est intitulé Martinez Zogo, destin tragique dans le monde des médias, 1974-2023. Toute la grande équipe de l'émission Embouteillage, la maison de Amplitude FM qui nous soutient pour que ton œuvre reste et demeure à jamais. Dans mon éducation, je ne parle pas aux morts. Voilà, je regrette ce qui lui est arrivé. Et ça ne devrait pas arriver à un être humain. Qu'importe tout ce qu'on peut lui reprocher. Et j'espère que son exemple va nous parler à nous autres qui sommes vivants. Ceux qui ont décidé de t'éliminer ont pensé qu'ils pouvaient te juger pour ce que tu es, pour ce que tu as fait. Ils t'ont donc jugé et ils t'ont tué. Alors, je veux que tu restes le brave gars que je connais, que j'ai connu. Ne laisse aucun boom. Continue à nous donner la force que tu nous insuffles là. On va les traquer, un par un. Écoute Martinez, tu t'en es allé de la manière la plus brutale et la plus barbare possible. J'espère que là où tu te trouves, tu te reposes, tu es en paix et que tu observes avec un petit sourire narquois le calvaire de tous ceux qui ont participé à ton assassinat. Une chose est sûre, ils n'auront jamais la paix. Jamais. Le Papounet, je ne vais pas te dire adieu. Maestro, on ne t'oubliera jamais. Plus jamais ça dans ce pays. Vous allez seulement me tuer. Hey! Comme un animal en brousse. Hey! Voilà. Vous n'avez qu'une chose, seule chose à faire, c'est de finir avec moi. Je te fais de bien bâtir. Mais avant cela, je vais vous montrer que la papaye, c'est le fruit du blanc. Ils vont me faire quoi? Ils sont qui? Je vais mourir pour la patrie. Et on laisse faire, on regarde, parce que tout le monde a peur. J'étais allé tirer les oreilles à Zogo. Il comptait sur quoi ce garçon? Et à Jéhovah. Non, les documents, si, on va voir ça dans ce pays. Dans quelques jours, je vais gâter le coin. C'est pas possible ça. Hey! Vous allez seulement me tuer. Il était une voix, Martinez Zogo, épisode 3 à suivre. Traveling 5, saison 3, stop et fin. Retrouvons-nous au prochain épisode. D'ici là, restez scotchés. La rédaction TV de la CRTV, en fait, les journalistes et autres acteurs impliqués dans la production des journaux. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.